Il y a quelque chose de satisfaisant à utiliser l'air comprimé comme source d'énergie, que ce soit pour alimenter des vélos grandeur nature ou des avions radiocommandés ou des hélicoptères autodestructeurs. Mais un domaine que je n'ai pas encore pleinement exploré, c'est l'utilisation des turbines à air comprimé. Avant de construire des turbines, il nous faut une méthode pour mesurer leur performance, donc je vais fabriquer un dynamomètre à inertie. J'ai acheté un disque en acier sur eBay et j'ai percé un trou au centre, ce qui permet de le monter sur un boulon à épaulement qui servira d'arbre pour qu'il puisse tourner, enfin tourner avec, puisque j'ai collé l'arbre au disque afin qu'il puisse être entraîné par la turbine. Il faut ensuite appliquer plusieurs couches de peinture pour protéger l'acier doux de la rouille avant de construire le support de test. Il suffit de l'équilibrer avant de le faire tourner à grande vitesse. Cela peut être fait en enlevant un peu de poids du côté le plus lourd, en perçant quelques petits trous. Un banc d'essai à inertie fonctionne en fixant une turbine à un volant d'inertie lourd et en l'accélérant à la vitesse désirée. Et en mesurant l'accélération du volant, nous devrions pouvoir déterminer le couple et la puissance de la turbine. Nous devons d'abord mesurer le régime du volant. J'ai choisi ce capteur infrarouge qui fournit un signal haut ou bas. Au passage des lignes sur le disque, la méthode est identique à celle des tachymètres commerciaux pour mesurer le régime. Le problème de ce système était qu'il compte les lignes passant devant le capteur sur une période donnée. Par exemple, combien de lignes passent en une seconde? Et plus cette période est longue, plus la mesure est imprécise. Cela fonctionne bien pour mesurer un régime constant d'un moteur électrique. Mais comme nous voulons mesurer l'accélération d'une turbine, nous devons pouvoir mesurer sa vitesse plusieurs fois par seconde, et ce système n'est tout simplement pas assez précis. De plus, avec la roue entraînée directement par la turbine, il pourrait être un peu dangereux d'avoir ce truc qui tourne potentiellement à 20 000 tours par minute. J'ai donc laissé ce design et créé un autre banc d'inertie doté d'un encodeur magnétique offrant des mesures précises de position angulaire, de régime et un rapport de démultiplication. Ainsi, la turbine peut tourner plus vite en gardant le volant à une vitesse sûre. J'ai ensuite imprimé en 3D une turbine d'essai sur mon imprimante à résine Formlabs Form 3, car elle peut produire des pièces de haute précision comme ces pales de turbine et une buse de petit diamètre pour diriger l'air dans la turbine. Ce test, réalisé à 60 PSI avec une grande bouteille d'air comprimé, a permis à la turbine d'atteindre un peu plus de 18 000 tours par minute, ce qui, en utilisant les données encodées, peut être représenté sur un graphique comme celui-ci. Maintenant, plus la turbine produit de couple, plus la roue accélérera rapidement. À bas régime, la pente est raide, indiquant un couple élevé, puis à régime plus élevé, elle s'aplatit, montrant un couple plus faible. Nous pouvons illustrer cela par un graphique du couple selon le régime, montrant une ligne presque droite. Le couple baisse quand le régime augmente. Cela s'explique car l'air frappe les pales et plus elles tournent vite, plus la différence de vitesse entre l'air et les pales diminue. Cela peut sembler indiquer que la turbine fonctionne mieux à bas régime, où le couple maximal est atteint. C'est à ce moment-là que nous devons calculer la puissance de sortie de la turbine, qui dépend à la fois du couple et du régime. En insérant les valeurs dans l'équation, on peut tracer la puissance selon le régime, ce qui donne plus d'informations sur la plage optimale de la turbine. Avec une puissance maximale d'environ 11 watts à un peu moins de 10 000 tours par minute, ce modèle de turbine n'est pas nouveau. J'avais déjà utilisé un design similaire pour un hélicoptère à air comprimé il y a quelques années. Selon mes tests, elle a bien fonctionné pour la poussée et la facilité de construction, car aucune tolérance serrée n'est requise entre les pièces mobiles. Depuis quelque temps, je voulais essayer une turbine, connue sous le nom de moteur à palettes. Cette turbine utilise une roue qui tourne dans un carter décalé et possède un certain nombre de palettes mobiles librement autour de sa circonférence, qui sont expulsées quand la turbine tourne. Ainsi, lorsque la haute pression entre par le coin supérieur gauche, elle pousse sur les pales et se détend progressivement en parcourant la turbine. La même turbine est utilisée dans divers outils pneumatiques et par un autre YouTuber, Works by Design, où il a fait voler un ornithoptère grâce à une de ses turbines. Je vous conseille vivement de regarder sa vidéo, c'est un super projet. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le mien aussi bien. Je veux dire, ça fonctionnait, mais la friction entre les pièces, combinée au manque de joints étanches, le rendait incroyablement inefficace.
J'ai donc envisagé de tester une perceuse pneumatique commerciale qui utilise aussi un moteur à palette et devrait être plus aboutie. Et ça fait un bruit génial. Mais ça vide mon réservoir d'air très rapidement. Ceci est à vitesse réelle, avec un réservoir d'air comprimé de 24 litres. Avec lui monté sur le banc d'inertie, il produit beaucoup de couple à un régime bien plus bas que la turbine imprimée en 3D. Mais cela a du sens, vu la quantité d'air qu'il consomme. Comparons l'efficacité des deux turbines avec une bouteille de boisson de 2 litres à 80 PSI. La turbine imprimée en 3D fonctionne pendant environ 20 secondes et produit une puissance de pointe de 7 watts, avec une vitesse maximale de 8300 tours par minute. Et la perceuse pneumatique, eh bien, elle vide la bouteille presque instantanément. J'ai voulu tester divers profils de pales sur la turbine d'origine, donc j'en ai imprimé plusieurs. Voici le design original avec ses pales basiques en forme de C, qui serviront de référence. Et à 60 PSI, elle a atteint une puissance maximale de 11 watts. J'ai ensuite imprimé ce design où le bord de fuite de la pale est concentrique, avec le rayon de la pale suivante créant un canal de largeur constante pour que l'air puisse circuler, qui fonctionne nettement mieux avec une puissance maximale de 12 watts, mais une vitesse maximale bien plus élevée de 19 400 tours par minute. Enfin, ce design de turbine évoque une aile d'avion, sans être un profil aérodynamique précis. Je me suis simplement inspiré de ces pales que j'ai vues en faisant des recherches sur les turbines à gaz, et j'ai pensé que ça valait la peine de les tester. Celle-ci a produit une puissance maximale d'un peu moins de 13 watts, mais de façon intéressante, elle avait le même régime maximal que la deuxième turbine. J'ai refait ces tests, mais cette fois avec une bouteille de 2 litres à 80 PSI, au lieu des 60 PSI constants de mon grand réservoir d'air, car ce sera la configuration de stockage d'air qui sera utilisée plus tard dans le projet. Et avec ce test, la deuxième turbine a donné les meilleurs résultats. Donc, soit la deuxième turbine atteint une puissance de sortie plus élevée avant que la pression dans la bouteille ne diminue, soit elle préfère la pression plus élevée de 80 PSI. Dans tous les cas, les résultats sont très proches, donc je ne pense pas que cela fera une grande différence à ce stade. J'ai aussi ajouté un autre design qui m'est venu à l'esprit l'autre jour, qui possède ces canaux pour guider l'air vers le centre de la turbine dans l'espoir qu'elle captera plus de mouvement de l'air. Mais avec une puissance maximale de 4 watts environ, nous allons ignorer ce modèle jusqu'à ce que je trouve des turbines plus efficaces à tester. Appliquons ces données à quelque chose qui produira plus qu'un simple grincement aigu. Bon, ça pourrait aussi produire un grincement aigu. J'ai d'abord imprimé un châssis pour accueillir la turbine. Après tout, qui refuserait une voiture à turbine radiocommandée? Pour la rendre radiocommandée, j'ai aussi imprimé une vanne servant d'accélérateur, où cette pièce conique devrait moduler le flux d'air vers la turbine. Monté dans le châssis, je peux installer un servot pour essayer de le contrôler à distance. J'ai ensuite fixé un tuyau pour relier l'accélérateur à la buse dirigeant l'air dans la turbine. Ce modèle de turbine, similaire au précédent, inclut un engrenage pour les roues arrière. Le problème, c'est que j'ai sans doute cassé ce roulement en l'insérant dans le moyeu, donc je devrais modifier le design plus tard. Mais il se monte bien dans le châssis et s'aligne avec la buse. J'ai installé un support pour maintenir une bouteille servant de chambre de pression, raccordable à l'accélérateur avec un tuyau flexible, ainsi qu'une valve anti-retour pour remplir la bouteille d'air comprimé à l'aide d'une pompe à vélo. Donc, je viens d'imprimer une nouvelle turbine. Cette fois-ci, elle est fabriquée à moitié en résine et à moitié en impression PLA modélisation par dépôt de filament. De cette façon, je peux emboîter le roulement un peu plus facilement et je peux aussi changer l'engrenage si besoin plus tard. Et ce qu'on peut faire, c'est insérer ce petit tuyau, qui est du même type de connecteur que sur mon précédent avion à air comprimé, et gonfler la bouteille. Je viens de remplir la bouteille à 50 PSI. J'entends une légère fuite, mais rien de grave. En tournant ce bouchon, je l'enlève. Donc maintenant, tout le système est sous pression et je devrais pouvoir augmenter la puissance et la turbine devrait tourner. C'est trop cool. L'étape suivante est d'ajouter des roues. J'ai choisi ces pneus de dragster au look ridicule qui, je l'espère, résisteront à la puissance de 11 watts de la turbine.
avec ses pneus sur l'essieu arrière et un rapport de transmission optimisé pour la puissance maximale d'environ 24 km par heure. L'arrière de la voiture est maintenant terminé et il est temps de construire l'avant du châssis. Pour réduire le poids, j'ai choisi 2 longerons en fibre de carbone pour soutenir l'avant du châssis. La bouteille reposera dessus. Donc, une fois que l'avant du châssis est fixé en position, il est temps d'installer la direction et des roues un peu plus petites. Pour être honnête, ces roues auraient probablement assez d'adhérence pour être aussi les roues arrière, mais ces pneus de dragster n'étaient à ne pas donner, donc je vais les garder. Ensuite, les 2 pivots de direction avant peuvent être reliés par une barre de direction qui va créer la géométrie de direction nécessaire. Et, pour finir, un montage électronique un peu brouillon, dont je ne suis pas fier, mais c'est un prototype. Alors pourquoi faire ça proprement? Mon Dieu, il y a beaucoup à pomper aujourd'hui. Je débranche le tuyau. Voyons si ça roule. Ça ne va pas très loin, mais essayons avec une pression plus élevée, en ligne droite. Ça ne reviendra pas. Même si l'autonomie de cette voiture est limitée, la turbine n'est pas seule en cause. Près de 34% du poids total se trouve dans les roues arrière. La masse rotative importante agit presque comme un banc d'inertie à elle seule. Cela dit, cette turbine a encore beaucoup de chemin à parcourir. Elle n'est pas plus efficace que mes anciens moteurs à air. Mais avec le dynamomètre à inertie, le développement et les tests de nouveaux modèles seront bien plus simples. Comme des turbines à plusieurs étages avec plusieurs rotors et stators, comme celles utilisées dans les turbines à gaz industriel de grande taille. Une dernière chose, je serai à Open Source cette année à San Francisco entre le 14 et le 16 juin. L'an dernier, l'événement était incroyable. Cette année, il sera encore mieux. Avec autant de créateurs YouTube, autant d'expositions et tout le monde qui apporte toutes ces inventions géniales, c'est vraiment un super moment. Si vous n'avez pas encore vos billets, je vous conseille vivement d'en acheter et espère vous voir bientôt à San Francisco. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.